On est déconfiné. Oh non! Comment allez-vous? Je tourne cette vidéo le jour du déconfinement, donc je suis un peu heureux, parce qu'il y a plein de gens qui vont être heureux de nouveau, et ça me rend heureux. Déjà chiant. Écoutez, aujourd'hui, je vais raconter une histoire une fois de plus, mais pas un thread d'horreur, rien à voir. Depuis quelques jours, je suis plongé dans les histoires de parcs d'attractions. Avant de vous raconter l'histoire la plus folle sur laquelle je suis tombé, je vais vous raconter celle qui a attisé ma curiosité sur ce sujet-là, et c'est celle du thread de El Chiquito. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai été happé, pourquoi j'ai voulu en savoir plus, et pourquoi je suis tombé sur ce que je vais vous raconter en second temps. Je suis très excité là. En fait, je trouve ça tellement incroyable, j'ai envie de partager ça avec vous là, qu'on puisse en discuter. Bref, le thread d'El Chiquito parle donc d'un scandale autour d'un toboggan qui s'appelle le Verrückt Waterslide. J'ai pas d'accent allemand, je sais pas comment ça se dit. Verrückt. C'est une attraction qui fait partie du parc aquatique Schlitterbahn. On ne souligne pas la prononciation. Donc le Schlitterbahn, il ouvre ses portes en 2009 à Kansas City après un investissement de 750 millions de dollars. C'est un assez grand parc, il y a 13 attractions et une sorte de village vacances, ça fait à peu près 160 000 m², bref c'est genre un truc monstrueux. Et pour vous donner quelques chiffres que je ne savais pas du tout, il faut savoir que les parcs d'attractions c'est un business de malade. Rien qu'en 2019 ça a généré 22 milliards de dollars et il y a eu plus de 270 millions de personnes qui sont allées dans des parcs d'attractions. C'est énorme. Et petite stat rassurante pour ceux qui ont peur des attractions et de la fiabilité mécanique de ces dernières, comme moi, chaque année, sur tous ces visiteurs-là, il y en a en moyenne 7000 qui finissent aux urgences. Ça fait 0,00259%. C'est ridicule. Donc soyez rassurés. Bref, en novembre 2012, le parc annonce l'ouverture prochaine d'une nouvelle attraction extraordinaire qui battrait le record du monde du toboggan aquatique le plus haut. Et je crois aussi qu'ils voulaient battre le record du monde de la vitesse atteinte dans le toboggan. Bref, Jeff et John, c'est les deux gars qui se lancent dans cette aventure de merde. Pourquoi de merde? Parce qu'ils veulent faire ça en seulement 9 mois et ouvrir cette attraction dès juillet 2013. Alors, c'est un peu moins galère à construire qu'un grand 8 comme Osiris ou le train de la mine ou je sais pas quoi, mais développer des attractions ça reste de l'ingénierie. Et nous là, tous ceux qui ont joué à Roller Coaster Tycoon, on sait à quel point c'est chaud. Il faut pas se rater, il y a des gens dedans qui peuvent mourir. Bref, au moment où il se lance ce pari fou, faut savoir que le record du monde du toboggan le plus haut est détenu par Kilimanjaro, une attraction dans un parc au Brésil. Et ce toboggan culmine à 49,9 mètres. Jeff et John, ils ont donc 9 mois pour designer, construire un prototype, faire des tests, construire à taille réelle, refaire des tests et ouvrir l'attraction. Et alors la question qu'on se pose tous, c'est comment John et Jeff testent-ils leurs attractions? Très bonne question. Et malheureusement, c'est ghetto. Ils placent des embarcations en haut du toboggan dans laquelle ils mettent des sacs de sable, puis ils l'envoient dans le toboggan et ils prient pour que le truc arrive en bas intact. Jeff et John ne sont pas du tout ingénieurs et ça se voit. Les mecs ne basent pas leur répartition des masses sur des calculs physiques, ils basent ça sur de la chance en plaçant des sacs de sable un peu aléatoirement dans l'embarcation. En fait ça me termine parce que n'importe qui d'entre nous s'il devait designer une attraction dans laquelle va y avoir des milliers de gens, on se chierait dessus. On ferait attention aux moindres détails, elle sortirait 7 ans après. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils en ont vraiment rien à foutre. Bref, la construction de l'attraction en taille réelle est terminée. Ils font de nouveau un test avec une embarcation remplie de sacs de sable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ciao l'embarcation. Ça ne marchera pas à la chance. Il faut calculer. Devenir ingénieur dans les 3 mois qui restent avant l'ouverture officielle du toboggan, c'est chaud. Du coup, nos amis ont un plan B. Ils mettent un filet tout le long du toboggan. Comme ça, si l'embarcation commence à partir, hop, le filet la bloque. Ça me fascine de voir comme les humains parfois sont forts pour trouver des plans B ou juste ils contournent le problème. Faire appel à des ingénieurs pour calculer l'angle, la vitesse et la physique. Ou mettre un filet qui recouvre tout le toboggan. Jeff et John font quand même appel à un consultant en sécurité, non pas pour savoir si l'idée du filet est bonne, ils sont certains qu'elle est bonne, mais pour avoir une idée de la limitation d'âge qu'ils devraient mettre en place sur cette attraction là. Et le consultant en sécurité leur dit, les gars, faut au moins partir sur du moins de 16 ans. Jeff et John sont quand même un minimum responsables et ils décident le jour de l'ouverture de l'attraction de retirer la limite d'âge directement. Y a plus de limite d'âge. Le niveau d'inconscience il est total, c'est terrible. Les joggers là pendant le confinement ils vous ont énervé. Jeff et John c'est autre chose, c'est un autre level. L'attraction ouvre donc en juillet 2016. Comme ils avaient la prétention de battre un record et qu'ils l'ont battu, ils font appel à beaucoup de presse pour couvrir le lancement. Pendant les jours et les semaines qui suivent, il y a des canaux qui effectivement se soulèvent au moment du passage de la deuxième bosse. C'est celle-là qui pose problème. C'est celle-là où il aurait fallu des mecs qui calculent, mais il se passe rien de hyper grave. Et c'est un mois après l'ouverture de l'attraction, le 7 août 2016, que malheureusement se passe un terrible accident. What is supposed to be quintessential family fun turned tragic for one family
as a 10-year-old boy is killed in a water park slide. Il y a un jeune enfant de 10 ans qui s'appelle Caleb Schwab qui monte dans l'attraction avec 2 personnes qui sont à l'arrière. Sur la seconde bosse, Caleb heurte de plein fouet le filet de sécurité, ce qui va lui coûter la vie puisque ça lui a tout simplement arraché la tête. Les 2 personnes derrière Caleb se font complètement râper le visage par le filet et c'est les 3 dernières personnes à avoir descendu le viaduc puisqu'il a définitivement fermé après cet incident. Les médias couvrent l'affaire, tout le monde en parle parce que c'est quand même super grave un accident d'une telle gravité dans un parc d'attractions. Le parc ferme ses portes aussitôt et réouvre 3 jours plus tard. C'est tout. L'attraction, elle, bien évidemment, resta fermée à jamais. Et le 22 février 2019, toutes les charges portées contre les 2 propriétaires du parc, Jeff et John, sont levées. Ils sont totalement libres. Ils n'ont aucune condamnation alors qu'ils ont clairement tué un enfant. Alors pourquoi cette injustice? Eh ben parce qu'on n'est pas en France, on est au Kansas et là-bas les lois vis-à-vis des parcs d'attractions étaient très laxistes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait bien des standards de sécurité mis en place par l'ASTM, l'organisme officiel qui se charge de ça, mais rien n'obligeait dans la loi les parcs d'attractions à respecter ces standards de sécurité. Voilà comment en 2016, 2 trous de balles ont conçu une attraction qui a coûté la vie à un enfant et des blessures de malade à des tas d'autres gens. Alors rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, en vrai il y a très peu d'accidents par rapport au nombre de gens qui visitent des parcs d'attractions, surtout au moment où on se parle. Mais dans les années 80, il y a un parc d'attractions, mon gars, son histoire, elle est incroyable. Et c'est de ça dont on va parler maintenant, c'est l'histoire de Action Park. These are the most amazing rides in the world. I love it here. There's nothing in the world like Action Park. Action Park. Alors à la base c'était pas un parc d'attractions, c'était une station de ski qui s'appelait la Vernon New Jersey Valley Ski Resort. C'est trop long. En 1976, les propriétaires de cette station de ski veulent attirer des gens hors saison, c'est-à-dire quand il n'y a pas de neige et qu'il fait chaud. Ils décident alors de construire 2 énormes rampes de luge d'été. Vous en avez sûrement déjà fait. Bref, là on est en 76, c'est le tout début de ce délire de luge d'été et les propriétaires du parc décident de vendre ça comme un truc adapté à tout le monde. Les enfants, les ados, les jeunes adultes, les grands-parents, ils veulent vraiment vendre l'aspect familial du truc alors que c'est méga dangereux. Ce n'est pas du tout fait pour les enfants. Bref, la publicité porte ses fruits, il y a pas mal de gens qui viennent voir un peu ces luges d'été, qui viennent hors saison, et du coup les propriétaires décident carrément de faire un parc aquatique. Et c'est là le début des emmerdes. Ils ajoutent donc 2 toboggans aquatiques, une piscine, d'autres parcours de luge d'été, et même un terrain de tennis. Pour que ce soit plus vendeur, ils décident alors d'appeler ça le Action Park. Action Park. Il faut se dire que pour l'époque, c'est l'un des premiers parcs de ce genre. Tu pouvais faire du kart, tu pouvais faire des espèces de faux grands prix de Formule 1 dans des voitures bien moins puissantes que des Formule 1, mais qui bombardaient quand même. Tu pouvais conduire des mini-tanks qui tiraient des balles de tennis. Ça a l'air trop bien. J'ai envie, moi, de faire le mini-tank. Alors, comment il était foutu, ce parc? Bah, il y avait 3 parties. La première partie s'appelait Motor World. C'est tellement américain, ça me tue. Tu pouvais conduire des bateaux à grande vitesse et il y avait aussi des bateaux auto-tamponneuses. C'est comme les auto-tamponneuses mais sur l'eau. Là, vous avez envie d'aller à Action Park, on est d'accord? Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Mais attendez, cette dernière attraction, les auto-tamponneuses bateaux, avait une petite particularité, c'est que les véhicules lâchaient plein d'essence dans l'eau. Sauf que comme le but c'était de se rentrer dedans, ça faisait des remous et du coup, il y a beaucoup d'essence qui giclait sur les gens qui conduisaient les bateaux. Donc souvent, quand tu sortais de l'attraction, t'étais recouvert d'essence. C'est très agréable. Passons maintenant à la seconde partie du parc. Toutes les attractions où il n'y a pas d'eau et de moteur. Des trucs un peu plus classiques qu'il y a dans pas mal de fêtes foraines encore actuellement, genre la boule reliée à 2 élastiques, des sauts dans le vide à l'élastique, et surtout la luge d'été. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais cette luge d'été, elle avait un vrai gros problème. La plupart des luges d'été, c'est une poignée, et plus tu tires sur la poignée, plus ça freine. Là, c'était pas réellement un frein, c'était juste comme un interrupteur, et il y avait 2 modes. Il y avait le mode lent, qui apparemment était vraiment très lent, et il y avait le mode rapide, qui apparemment était vraiment très rapide. Du coup, il y avait régulièrement des gens qui étaient éjectés hors de la rampe parce qu'ils arrivaient trop vite dans un virage et ils se fracassaient dans les roches qu'il y avait aux alentours de la piste de luge. Un mort. C'est bon? Un mort. Suite à ça, le parc s'est dit « Wow, il y a quelqu'un qui vient de mourir dans une de nos attractions, on va peut-être la modifier et la rendre un peu plus smooth. » Pas du tout. Et ils n'ont rien changé. Action Park. Tout cela nous amène à la 3e partie, la plus tristement célèbre du parc, Waterworld. Là, c'est un bordel sans nom. Je n'ai jamais vu autant de toboggans et de trucs aquatiques au même endroit. Ça n'a aucun sens. Pour commencer, une énorme piscine à vagues qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes en même temps. Quelle bonne idée! Si quelqu'un est en train de se noyer, on va le voir hyper facilement. Le cycle de la piscine à vagues, c'est 20 minutes de vagues et 10 minutes de pause. Donc ça carbure fort toute la journée. Quand j'étais plus jeune, j'étais allé dans une piscine à vagues à Aqua Boulevard et il y avait genre que 3 fois par jour, un moment
temps où il y avait 15 minutes de piscine à vagues. Parce que c'est extrêmement dur de surveiller autant de gens dans un endroit où il y a des vagues et de voir une personne qui est potentiellement en train de se noyer. Les maîtres nageurs ont expliqué que les jours où il y avait le plus de monde au parc, ça leur arrivait de sauver jusqu'à 30 personnes de la noyade. C'est énorme. Un titre de comparaison, en moyenne, un maître nageur, lors d'une saison entière, il sauve entre 1 et 2 personnes de la noyade. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que ça va pas et que les visiteurs encourent des risques énormes. Sauf que les gérants du parc s'en battent les steaks à 1000%. Résultat, 3 morts dans cette putain de piscine à vagues. Dans cette partie Waterworld, on pouvait aussi trouver une attraction qui s'appelle The Tarzan Swing. Franchement, pour le coup, ça a l'air archi cool. Comme son nom l'indique, tu te jettes du rebord et à l'arrivée, tu fais un petit salto pour les plus courageux ou un saut normal pour les moins courageux, moi, et t'atterris dans l'eau. C'est un peu rigolo à faire, c'est toujours cool, sauf que dans le quotidien, il y a rarement une liane qui traîne pour te permettre de faire ça. Là, franchement, c'est l'occasion d'essayer et de kiffer un peu. Un mort. C'est bon? En fait, c'est le différentiel de température entre l'eau de toutes les attractions du parc et l'eau de cette attraction-là. Ce qui fait que régulièrement, les gens qui atterrissaient dans le bassin, ils étaient victimes d'hydrocution, autrement appelé choc thermique. En gros, le différentiel de température entre leur corps et l'eau faisait qu'ils s'évanouissaient. En fait, même les trucs les plus simples étaient mal pensés. Il y avait par exemple un endroit pour faire un saut de 5 ou 7 mètres dans l'eau, sauf que le bassin dans lequel les gens atterrissaient était aussi un bassin pour nager. Et donc souvent, il y avait des collisions entre les gens qui sautaient et les gens qui nageaient en bas et qui savaient pas que c'était un bassin destiné aussi au saut. Et c'est trop con, c'est des blessures qui pourraient être largement évitées. Je veux dire, le parc est tellement énorme, tu peux totalement dire, bah voilà, les bassins pour se baigner et juste nager, c'est là, là et là, et ce bassin-là est dédié, lui, que au saut. Mais à l'époque, on est au tout début des parcs d'attractions, de cette envergure du moins, et donc tout ça n'est pas encore mis en place, quoi. Je vous ai pas parlé de Kayak Experience. Ça s'arrête jamais, vous avez vu? L'expérience kayak, en français, c'est une attraction qui est archi cool sur le papier. Tu prends un kayak, tu vas dans l'eau, et il y a des eaux rapides créées artificiellement grâce à des hélices qui sont sous l'eau. À mort. À mort. En 1982, un homme de 27 ans est tombé de son kayak dans les eaux rapides et en voulant remonter dans son kayak, il a touché un câble électrique qui alimentait les fameuses hélices responsables des eaux rapides. Il est mort sur le coup, électrocuté, et bien évidemment, le parc a rejeté toutes les accusations en disant il est mort électrocuté, mais il n'y a pas de trace de brûlure sur son corps. C'est qu'il est mort d'autre chose et que donc on n'est pas responsable. Bref, il y avait aussi pas mal d'attractions aquatiques plus classiques comme des toboggans en tout genre, genre des trucs que tu descends à plat ventre avec de légères bosses. Wow, c'est quoi cette bosse? Et tout ça nous amène à l'attraction aquatique la plus célèbre tristement de ce parc, le Cannonball. Mais regardez-moi la gueule de ce toboggan, bordel. Faut pas être un génie en physique pour comprendre que ça va très mal se passer à l'intérieur de ce toboggan. Faut savoir qu'il y a tellement de gens qui restaient coincés qu'ils ont mis une trappe pour que des maîtres nageurs puissent venir aider les gens coincés, pour les décoincer. Alors c'est triste, mais la plupart de ceux qui sortaient de ce toboggan avaient le nez pété ou saigné de quelque part sur le visage. Et petite précision, l'eau dans laquelle t'atterrissais à la sortie de ce toboggan, c'était la même que l'eau de l'attraction Tarzan. Tu avais résisté au choc physique, très bien, mais allais-tu résister au choc thermique? Mais ça ne suffit pas! Pour couronner le tout, il était possible dans ce parc d'acheter de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Et si on donnait de l'alcool aux gens avant d'aller nager dans notre incroyable piscine à vagues? Bon, vous l'aurez compris, il y avait des énormes failles de sécurité dans énormément d'attractions du parc, ce qui a entraîné un nombre de blessures énormes et malheureusement 6 morts, à tel point d'ailleurs que les gérants du parc ont payé pour qu'il y ait tout le temps des ambulances sur place en cas de problème. Les urgences du coin ont d'ailleurs dit plus tard qu'il leur arrivait dans les week-ends chargés de recevoir jusqu'à 20 personnes par jour. Alors comment on en est arrivé là? C'est la question que je me suis posée, je me suis dit mais comment c'est possible? Comment la police, le tribunal ou comment des associations, je sais pas, ne sont pas venus pour dire mais les gars, vous êtes en roue libre, vous êtes en grande roue libre. Je suis fier là. Déjà, il faut savoir que la plupart des attractions du parc, comme pour le Verruct, n'avaient malheureusement pas été designées par des ingénieurs. Pourquoi? Bah déjà parce que c'était pas obligatoire. Et ensuite, pour économiser des sous. Ça coûte cher un ingénieur. Oh. En parlant du staff, la plupart des gens qui bossaient là-bas, c'était en fait des jeunes qui faisaient un job d'été et qui n'étaient clairement pas qualifiés pour gérer 1000 putains de personnes dans une piscine à vagues ou des collisions entre un mec qui saute de 7 mètres sur un mec qui nage sa meilleure brasse. Ils étaient clairement pas formés pour assumer un nombre de visiteurs aussi énorme et pour assurer la sécurité des visiteurs dans des attractions aussi dangereuses et aussi mal foutues. Alors rassurez-vous, Action Park a fermé en 1996 et c'est pas du tout lié au procès engendré par les morts et les blessures qu'il y a eu dans toutes leurs attractions. C'est juste que le groupe qui détenait le parc a fait faillite, tout simplement. Le parc il va alors être acheté par plusieurs compagnies qui vont toutes faire faillite jusqu'à être acheté en 2010 par le propriétaire originel du parc, Eugène Mulvihill, qui va décéder 2 ans après en 2012. Donc le parc va se retrouver entre les mains de son fils et son fils va le renommer Action Park. Ah, je vous l'ai pas dit, mais entre temps, l'une des compagnies qui avait racheté le parc l'avait renommé en Mountain
cric parce que les gens avaient beaucoup entendu parler de Action Park comme un parc étant extrêmement dangereux et que ça nuisait donc au business. Il s'est dit, on va jouer sur la nostalgie, c'est bon pour les affaires. Entre temps, dans les groupes qui avaient racheté le parc, il y a eu pas mal de rénovations et de modifications qui ont été faites, il est devenu beaucoup moins dangereux, mais le fils du propriétaire ayant tout compris, il décide quand même de faire une nouvelle attraction unique en son genre. New Jersey's Action Park is set to introduce a new water slide that also features a 360-degree vertical loop. Mais arrêtez avec les loopings! Vous avez un problème dans cette famille! Voilà, c'est l'incroyable histoire de Action Park. Je trouve ça fou dans les années 80, cette course à la consommation en fait. Tout allait hyper vite, tout le monde voulait construire un peu son empire et la législation elle suivait pas. Et c'est trop triste parce qu'il y a eu 6 personnes qui sont décédées dans ce putain de parc et il y a eu des tas de gens qui ont eu des blessures de malades. Je trouve ça hyper flippant. Heureusement, on est en 2020, ça a beaucoup changé les régulations autour de tout ça. Je sais qu'en France, je crois que les lois vis-à-vis des fêtes foraines et des parcs d'attractions, elles rigolent vraiment pas. Mais chaque pays a ses propres lois et du coup, je savais pas que aux US, il y avait des zones là, comme au New Jersey, où ils s'en battaient les couilles, quoi. C'est ouf. Voilà, fallait que je vous raconte tout ça. J'ai trouvé ça incroyablement dingue. Si ça vous a fait kiffer, peut-être qu'on se refera d'autres trucs comme ça, pas forcément sur les attractions, c'est un peu badant. Mais dès que je tomberai sur des histoires un peu waouh que je ne soupçonnais pas d'exister, bah pourquoi pas en parler en vidéo avec vous. Ça me fait kiffer de faire découvrir ce que j'ai découvert. Bref, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à très bientôt.